retenir dans l'actualité de ce dimanche, moment de recueillement et de souvenir en l'honneur de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté de la patrie. Ce 21 juin, c'est tout le peuple togolais qui a rendu hommage à ces martyrs. Les droits des enfants étaient sur la table de discussion de la 69e session du comité en charge de cette cause à Genève en Suisse. Une occasion de faire le point des actions des différents États pour les enfants. Et la voix du Togo y a été portée par Madame Suzanne Aro Assouma, membre du dit comité. Et puis désormais, on célébrera chaque 21 juin de par le monde la journée du yoga. Une journée pour marquer une pause, faire le vide et se ressourcer après des journées de stress. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Ils sont morts pour que naisse la nation togolaise et ce 21 juin, c'est tout le peuple qui s'est souvenu d'eux. Ce dimanche, à Lomé, un hommage a été rendu aux martyrs en présence du Premier ministre Komisile Classou. Le compte rendu avec Arnaud Kiliou. Après le cérémonial d'accueil, le Premier ministre Komisile Classou, qui effectuait ainsi sa première sortie officielle, a pris place à la loge officielle pour suivre le rituel de la sonnerie aux morts et le dépôt des gerbes. Et c'est au nom du chef de l'État que le ministre de l'administration territoriale, Gilbert Bawara, a déposé la gerbe au pied de la stèle érigée en mémoire des martyrs, les vaillants togolais, qui se sont sacrifiés pour la postérité. Ce sacrifice ultime des martyrs est reconnu par le peuple togolais qui s'en souvient et leur rend hommage chaque 21 juin. Ce rituel observé chaque année est un appel au sens patriotique et à l'amour du pays, sentiment légitime qui interpelle tous les Togolais.
Autre sujet évoqué dans les titres, la 69e session du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies s'est tenue du 18 mai au 12 juin dernier à Genève, en Suisse. Et durant cette session, Madame Suzanne Haro Assouma, membre du dit comité depuis 2014, a été désignée rapporteure des dossiers de plusieurs pays d'Afrique sur la situation des droits de l'enfant. Le compte rendu des travaux avec Dandouma Ali et Christine Péché-Kialodé. 195 pays dans le monde ont dit oui à la Convention relative aux droits de l'enfant CDE et aux autres protocoles y afférents. En le ratifiant, ils ont pris l'engagement d'assurer aux enfants la protection et les soins nécessaires pour leur bien-être. Selon le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, qui vient de tenir sa 69e session, bien qu'ayant ratifié la CDE, certains pays n'ont pas jusqu'ici modifié leur législation en vue de la conformer à la dite convention. Et dans bon nombre de pays, des violations comme les abus sexuels, le travail et le mariage des enfants sont légion. Ce qu'on peut retenir de cette 69e session, on peut dire que, par exemple, si nous prenons l'enregistrement des naissances, on peut dire que vraiment c'est un problème pratiquement dans le monde entier. Mais il y a des États partis qui ont essayé de trouver des approches de solutions et autres. Mais on constate toujours que bon nombre d'enfants ne sont pas enregistrés du fait qu'ils sont par exemple dans un milieu rural. On a pu noter aussi que le problème vient du fait qu'il n'y a pas de volonté politique pour pouvoir organiser les états civils et harmoniser les coûts. Et que normalement, un enfant, un nouveau-né, son acte de naissance devrait être gratuit, comme nous le pratiquons à Lomé, mais ce n'est pas sur toute l'étendue du territoire. On a parlé de la gratuité de l'enseignement scolaire. Nous avons fait une première étape, mais je pense qu'on devrait pouvoir aussi arriver à la deuxième étape. Par rapport aux abus sexuels, c'est aussi un autre problème clé. Par rapport au travail des enfants, on a pu voir que pour certains pays, ils ont bien ratifié les conventions de l'OIT, BIT, mais dans la pratique, on ne voit pas concrètement ce que font les États membres. Les enfants sont toujours sur la place du marché, ils sont intégrés dans le travail. Le comité a fait une série de recommandations qui exhortent les gouvernements à faire traduire dans les faits les engagements auxquels ils ont souscrit. Par rapport à la CDE, lorsqu'on l'a ratifiée, c'est de voir que, par exemple, nous sommes en train de parler de l'enregistrement des naissances. Eh bien, chaque État parti doit prendre les dispositions pour que chaque enfant dispose de son acte de naissance. C'est ça la recommandation fondamentale. Et par rapport aux abus sexuels, que les abuseurs soient poursuivis et que ces phénomènes s'arrêtent. Le monde entier, comme l'Union africaine, tire la sonnette d'alarme, invite les États membres à prendre des dispositions, tant sur le plan juridique que social que culturel, pour vraiment lutter contre le mariage des enfants. Un enfant traumatisé ne peut pas être un adulte accompli demain. C'est en 2012 que le Togo a présenté ses 3e et 4e rapports sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant. Des efforts ont été notés et des pistes d'amélioration ont été proposées. Dès lors, le Togo procède aux ajustements nécessaires avant le rendez-vous de 2016. Parlons toujours des enfants avec cette interrogation. À quel âge les parents doivent-ils commencer par les entretenir sur les questions de sexualité? Comment permettre à l'enfant de traverser sans encombre la phase de l'adolescence? Un défi énorme que plusieurs parents peinent à relever. Des pistes de solutions dans ce dossier réalisé par Charlotte Moussimé. Pas de la sexualité avec mes parents. Je n'aborde pas de sujet de sexualité avec mes parents.
C'est un sujet qui semble demeurer toujours un tabou dans bon nombre de foyers, la sexualité. Quand bien même les enfants auraient souhaité que le sujet soit abordé avec les parents. Je souhaiterais qu'ils me disent d'attendre d'avoir mon diplôme de licence avant d'avoir des choses de copinage. Je souhaiterais qu'ils abordent le sujet avec moi. Pour quelles raisons faut-il donc aborder le sujet de sexualité avec les enfants? Ça permet d'éviter à l'enfant des surprises du genre grossesse précoce, du genre grossesse indésirée, qui concourent à l'arrêt des études pour ceux qui vont à l'école ou carrément à l'arrêt de l'apprentissage pour ceux qui sont à l'apprentissage. Fort heureusement, certains enfants ont la chance de maîtriser quelques grands axes du sujet grâce à leurs parents. Ils me disent que la sexualité est une chose qui n'est pas bonne pour une jeune fille qui ne s'est pas encore mariée. Si une jeune fille s'expose dans cette situation, elle peut avoir des maladies sexuellement transmissibles comme le VIH-Sida. Ma maman me parle souvent de la vie en général. Elle me dit comment les hommes d'aujourd'hui sont de pratiquer l'abstinence pour mes premières règles. Elle me dit comment je dois me protéger pour ne pas me tacher en public, comment compter mes jours et surtout pratiquer l'abstinence jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais moi-même, je préfère jusqu'au jour de mon mariage. Selon une enquête, sur 100 filles de 15 à 19 ans, environ 17 ont déjà donné naissance ou porté une grossesse, ce qui pourrait être évité si des parents jouaient pleinement leur rôle en éduquant sexuellement les enfants. À partir du moment où les parents se rendent compte que leur enfant, disons, commence par développer ces signes, il faut justement intensifier la communication en termes de sexualité. Faire en sorte que, d'accord, que les enfants ne soient pas éduqués par la rue en la matière. Les enfants aujourd'hui sont à l'école, entre camarades, ils en parlent, et ce qui fait que, alors que vous le veuillez ou pas, l'enfant, disons, à connaissance du phénomène, ils n'ont pas toujours les vraies informations, ils vont à la dérive. Et il arrive ce qu'on ne leur souhaite pas. Pour gagner ce pari d'éducation sexuelle, les enseignants sont aussi mis à contribution. Dans nos programmes particulièrement, on a inséré l'éducation sexuelle. Et en classe 3e, par exemple, on nous demande de leur parler des IST, VIH, SIDA et les grossesses précoces. Donc, nous abordons donc les modes de transmission, les comportements à risque et nous leur donnons des conseils pour éviter. Notamment, nous mettons l'accent sur l'abstinence sexuelle. Et on parle du port de préservatif, c'est bien. Il y en a qui n'arrivent pas à s'abstenir, donc nous leur conseillons le port du préservatif. Les leaders communautaires jouent eux aussi leur partition. Déjà avec la déclaration de Notin, ils se sont engagés à lutter contre toute forme de violence faite aux enfants, surtout aux filles, et à veiller à leur bien-être aussi bien dans les couvents que dans les ménages. Nous, les chefs traditionnels, nous nous sommes dit qu'il va falloir que nous arrivions à sensibiliser justement les parents pour que dans toutes nos communautés, nous ayons soin de dire à ces enfants-là que leur éducation est primordiale. C'est les parents qui doivent inculquer justement cette mentalité à nos jeunes filles que avant 18 ans, on ne peut pas trouver une mineure comme porteur ou bien porteuse de grossesse. Lorsque un papa ou bien une maman doit aborder sa fille en matière de sexualité, la première des choses, c'est que tu n'as pas encore l'âge de connaître ou bien d'avoir des relations sexuelles. Bon, ce n'est plus un tabou aujourd'hui, puisque les enfants sont plus éveillés que les parents.
Les échanges sur la sexualité avec les enfants doivent désormais faire partie du quotidien des parents. Ce n'est qu'à ce prix que l'objectif du ministère de l'Alphabétisation relatif à la lutte contre les grossesses et mariages précoces sera atteint. Santé à présent avec l'appui des partenaires, notamment l'ambassade des États-Unis au Togo, l'OMS, l'UNICEF, Plan Togo. Le gouvernement togolais vient de procéder au lancement de la campagne de traitement de masse des maladies dites tropicales négligées. Prévue pour 30 jours, cette campagne couvrira toute l'étendue du territoire national, sauf Lomé commune où ces maladies ciblées sont faibles, voire inexistantes. Des éléments de réponse dans ce reportage de Gérard Lagoudou et Clarisse Saticlé. Sur plus de 12 infections classées dans la catégorie des maladies tropicales négligées, le Togo en a choisi en fonction de l'épidémiologie locale 10 qui sont prioritaires. Il s'agit de la filariose lymphatique, l'onchocercose, les géohelminthiases, les schistosomiases, le trachome, le ver de Guinée, l'ulcère de Burili, la lèpre, le pien et la trypanosomiase. Ce sont des maladies qui existent dans notre environnement et parce que ces maladies n'avaient pas l'attention particulière nécessaire pour leur éradication, on s'est rendu compte que certaines maladies n'étaient pas vraiment prises en compte, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. D'où l'appellation de maladies tropicales négligées. Maladies tropicales parce qu'elles surviennent sous les tropiques, au climat tropical ou subtropical, et négligées, on n'aime pas trop ce terme, mais il est consacré parce qu'il n'y a pas la grande attention que ces maladies nécessitaient. La présente campagne de traitement de masse ne concerne provisoirement que 3 maladies, les parasitoses intestinales, l'onchocercose et les schistosomiases. Pour un aboutissement heureux de cette mission, 9 750 agents de santé communautaire ont été formés. On avait fait la sensibilisation dans la population avant que la campagne ne commence. On a demandé aussi au chef de Gongoné, donc toute la population est au courant qu'il y a quelque chose de ce genre qui se fait. Nous leur montrons les images, donc ils sont intéressés et ils prennent les médicaments sans problème. Il s'agit pour nous de constater sur le terrain le bon déroulement de la campagne de distribution de masse. Et nous sommes dans le quartier d'Adiakpo, à Tchévier, dans le Zio, et nous pouvons confirmer que tout se déroule parfaitement. Pour l'heure, les différents médicaments indiqués sont entre autres l'albendazole, l'ivermectine et le praziquantel. Cette intervention va durer 30 jours sur toute l'étendue du territoire national, sauf Lomé commune où le taux de prévalence est satisfaisant. Hors de nos frontières au Mali, les groupes rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad, SEMA, ont finalement signé hier samedi l'accord de paix accepté il y a un mois par le gouvernement malien et les groupes loyalistes. Une signature qui met ainsi fin à 3 ans de conflit et à près d'1 an de négociations. Nous sommes le 15 mai dernier. Les représentants du gouvernement malien et de la médiation internationale signent en grande pompe l'accord pour la paix et la réconciliation du Mali. De nombreux chefs d'État africains assistent à l'événement, auquel ne manque finalement que la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. Un maillon pourtant essentiel à la construction de la paix dans le Nord Mali. La rébellion Touareg a eu besoin d'1 mois supplémentaire pour consulter les populations de la région et prendre une décision. 2 ultimes obstacles à la signature de cet accord ont aussi été levés depuis la mi-mai. Les groupes pro-gouvernementaux qui avaient pris fin avril la ville stratégique de Ménaka aux rebelles Touareg ont quitté les lieux, remplacés par les soldats de la MINUSMA. Et autre signe de bonne volonté de Bamako, les mandats d'arrêt de 15 responsables de la CMA ont été levés. En tout, les négociations auront duré près d'1 an entre Kidal et Alger et l'accord devra encore être appliqué pour que le Nord Mali se stabilise à long terme. Le texte prévoit une décentralisation renforcée du pouvoir à destination des régions, la démobilisation des combattants des groupes armés qui devront être intégrés prioritairement dans l'armée malienne dans le Nord. Dernière disposition qui compte aux yeux de la rébellion Touareg, historiquement indépendantiste, une conférence nationale sur la question de l'Azawad doit être organisée par Bamako.
Aux États-Unis, 4 jours après la tuerie de Charleston, un office religieux a été célébré ce dimanche dans l'église où 9 Noirs ont été abattus par Dylann Roof. Et les enquêteurs en savent justement un peu plus sur le tueur de 21 ans. Des dizaines de photos ont été découvertes sur son site où il brûle le drapeau américain et brandit celui des Confédérés. Un drapeau qui, pour certains, symbolise toujours la suprématie de la race blanche. Le drapeau de la honte, le drapeau des États esclavagistes pendant la guerre de sécession au XIXe siècle, symbole de l'oppression des Noirs. 3 jours après le massacre raciste, le voir flotter dans l'air tout près du Capitole à Columbia, la capitale de l'État, donne la nausée à ceux qui luttent pour l'égalité. Certains assurent que ce drapeau confédéré est un symbole des années révolues. Le symbole d'un héritage et pas d'une haine. Mais quand on sait que ce drapeau est utilisé comme symbole de haine, un instrument de haine, une inspiration de la haine et de la violence, alors ce symbole doit être descendu et détruit. Le drapeau et la haine rassemblés en quelques photos, celle de Dylann Roof, posant fièrement arme à la main. C'est dans ce drapeau des États sudistes que le tueur de Charleston se reconnaissait, et pas dans celui des États-Unis. Les historiens d'ailleurs lient clairement ces couleurs aux idées suprémacistes blanches. Et quand une journaliste américaine demande au révérend Joseph Darb ce qu'il pense quand il voit ce drapeau flotter, il répond viol, torture, terrorisme, meurtre et esclavage. Et pourtant, s'il flotte encore, c'est que d'autres voix se font entendre. C'est un symbole des hommes qui ont combattu et sont morts à la guerre. Moi, je suis un vétéran du Vietnam. Je me suis battu pour un drapeau. Peu importe si c'était bien ou mal, mais si on avait voulu me le prendre, je me serais battu pour le garder. C'est le seul drapeau qui n'est pas en berne à Columbia. Seule l'Assemblée locale a le pouvoir de le baisser et sa session parlementaire s'est terminée en juin. Les protestations s'amplifient, mais les 13 étoiles des États confédérés n'ont donc pas fini de briller dans le ciel de la Caroline, au risque ainsi d'attiser les tensions. Et puis une nouvelle célébration à noter désormais sur vos calendriers les 21 juin. C'est la journée internationale du yoga. Une proposition du Premier ministre indien et instituée par les Nations Unies. Une occasion d'insérer un peu de sérénité dans un quotidien parfois intense. Regardez. Il était censé ne prononcer qu'un discours, mais il s'est installé sur un tapis et pris la pose au milieu de la foule. Sur l'estrade, quelques instants auparavant, le Premier ministre indien a célébré la première journée internationale du yoga. C'était son idée et les Nations Unies l'ont adoptée. Nous ne célébrons pas seulement une journée, mais nous préparons l'esprit humain à débuter une nouvelle ère de paix et de bonne volonté. Narendra Modi s'est ensuite livré à quelques exercices aux côtés de 35 000 fonctionnaires, étudiants ou anonymes, tous amateurs de la position du chameau ou du cobra. 35 minutes de yoga en plein air à New Delhi. Lui parle du yoga comme de l'encre de sa vie. Le chef de l'exécutif entend lui redonner une place centrale dans la culture indienne. Il a créé un ministère pour le promouvoir. 3 millions de fonctionnaires bénéficient de cours gratuits. Même les paramilitaires s'y sont mis lors d'un programme spécial. Ils ont appris à s'assouplir. J'étais toujours pressé avant, j'étais impatient. Mais grâce au yoga, je me suis beaucoup calmé. Je ne suis plus aussi colérique qu'avant. D'autres ont plutôt durci le ton. Ils accusent le gouvernement de pousser son programme pro-hindou un peu loin. Des représentants de la communauté musulmane estiment que le yoga a des connotations contraires à l'islam. Polémique inutile pour les maîtres du yoga. C'est un art qui ne repose, disent-ils, que sur les sciences et la philosophie. Peu importe en quoi vous croyez, en quoi vous ne croyez pas. Chaque être humain a le droit de se sentir bien. S'il a le droit de se sentir bien, alors le yoga est une méthode puissante. 177 pays parrainent cette journée à Bangkok, Séoul, Pékin. Quelques exercices pour trouver la paix intérieure.
Retour en page nationale, les membres de la mutuelle d'appui et de soutien aux jeunes pour le développement ASJD se sont retrouvés en assemblée générale hier à Lomé. Il était question pour eux d'évaluer les actions menées et redéfinir de nouvelles orientations pour répondre encore plus à leurs attentes et à celles des nouveaux adhérents. Le compte rendu avec Pierre Soussoupan. Une table d'honneur tout oui aux suggestions et critiques de ses partenaires de tous les jours. À cette rencontre, à la fois ordinaire et extraordinaire, les membres de la mutuelle d'appui et de soutien aux jeunes pour le développement vont passer au crible les résultats de leur institution. Résultats réalisés pour le compte de l'exercice 2014. Et tout le staff a répondu présent, transparence oblige. C'est une évolution qui est constatée pour l'année 2014. Dans l'ensemble, c'est une croissance sur le plan des emprunts, sur le plan des crédits que nous accordons, sur le plan même du nombre des adhérents. Chaque année, nous constatons quand même une progression et ça fait quand même dire que c'est une confiance qui se renouvelle chaque année. L'ASJD se félicite de son parcours dans un environnement de plus en plus concurrencé. Et pour répondre davantage aux aspirations de ses membres et surtout susciter de nouvelles adhésions, elle dévoile ses nouvelles offres. Pour aller de l'avant et apporter son appui aux membres, initier de nouveaux produits beaucoup plus adaptés à l'endroit des membres, notamment les crédits pour les jeunes, les crédits pour les artisans, les crédits pour les femmes revendeuses de marché. Et tout dernièrement, nos nouveaux produits, il s'agit des crédits pour foyers améliorés. C'est un crédit qui est destiné pour les femmes afin de pouvoir faciliter leurs travaux de ménage à la cuisine. Il y a aussi les crédits pour éducation et formation. C'est un crédit d'abord pour les jeunes et ensuite pour même les fonctionnaires. Nous avons également des crédits pour les bébés, les enfants. Ce crédit va permettre aux parents de constituer progressivement des épargnes afin de supporter l'éducation de leurs enfants plus tard. Créée il y a 18 ans, la mutuelle d'appui et de soutien aux jeunes pour le développement reste l'une des meilleures institutions de microfinance au Togo. Elle compte actuellement près de 2500 membres. Une nouvelle mosquée pour les musulmans en cette période de jeûne de Ramadan, le lieu de prière, œuvre de bonne volonté, a été inauguré vendredi dernier à Lomé. Le compte rendu avec Rachel Aoko. Elle est inaugurée, la mosquée El Hadj Ahmed de Foreva. Cette mosquée est un don des familles Alassani et Tchadedji en mémoire de leur défunt père Alassani Tchadedji Ahmad. Il va permettre aux fidèles musulmans de s'acquitter de la prière, deuxième pilier de l'islam, dans de bonnes conditions. On est en carême, mais on est très content. On remercie Dieu de nous avoir donné une bonne mosquée dans notre quartier. Vraiment, je suis fier de ça et fier de notre président. Nous remercions le donateur, que Dieu l'ajoute et qu'il continue ses bonnes œuvres. Nous aussi, les fidèles, nous implorons Dieu qu'il nous fasse aussi de la même chose. Qu'on ait la chance d'avoir cette chance de construire aussi les mosquées de part et d'autre dans le continent. Zakaria Moutawakil est l'imam qui va diriger ce lieu de prière et inculquer aux fidèles les valeurs de l'islam, surtout en cette période de jeûne du Ramadan. Nous allons diriger la mosquée par les enseignements de Dieu, à travers par le Coran. Il faut que tout le monde craigne Dieu. D'abord, pour craindre Dieu, il faut le connaître. Il faut que les musulmans connaissent leur Dieu et l'enseignement même de l'islam. L'ambition de l'islam, c'est la paix et c'est la cohabitation et c'est la tolérance et puis c'est la paix. La mosquée El Hadj Ahmed peut contenir plus de 1000 fidèles. Elle dispose en outre d'un sous-sol, d'un bureau, des sanitaires et lieux d'ablution. Le président de l'Union musulmane du Togo a appelé tout un chacun à l'entretien de ce temple de Dieu afin d'en assurer la pérennité.
Je vous annonçais la nouvelle célébration chaque 21 juin de la journée internationale du yoga. Eh bien, cette journée devra désormais cohabiter avec celle de la musique. La fête de la musique, initiée en France depuis 1982, est célébrée dans tous les pays francophones. Et ce soir, les projecteurs du 20h sont braqués sur la musique togolaise, ses forces et faiblesses, son évolution et surtout l'impact de la piraterie. Des aspects évoqués dans ce dossier réalisé par Jazinam Baga. La musique togolaise connaît depuis quelques années une certaine effervescence, une dynamique portée par de grands noms comme King Manson, Jimmy Hope, les Toufan et bien d'autres artistes qui font la fierté de la musique togolaise, tant sur le plan national que sur le plan international. De nombreux atouts contribuent au développement de la musique togolaise. Il faudrait que les consommateurs, les Togolais consomment et aiment leurs artistes déjà. Donc ça, c'est un point fort. Il se trouve que sur l'international, nous sommes également très présents. Il y a Toufan ces dernières années qui s'est positionné à l'international et qui voyage beaucoup ces derniers temps. Donc c'est appréciable. Nous avons des jeunes talents de la chanson qui émergent et qui voyagent de plus en plus, qui sont en Allemagne, invités par la diaspora, aux États-Unis, en France, et qui organisent des concerts au sein de la diaspora dans les pays européens et américains. C'est appréciable. Okay. Il y a eu également le fonds d'aide à la culture qui est arrivé. On dira peut-être que la cagnotte n'est pas très importante, mais c'est déjà un bon départ. Il est important de le souligner, c'est un bon départ. Donc il y a plein de points positifs. Sur les aspects négatifs, faiblesses, je voulais dire, il y a le fait que le live n'est pas très promu. Vous voyez, au Togo, il n'y a pas beaucoup de scènes live. Il n'y a que du playback, que des scènes playback. Ce n'est pas fait pour grandir la musique togolaise, vous voyez. Donc parmi les faiblesses, voilà une des grandes faiblesses. Il se trouve également qu'il y a du tout dans notre milieu. Tout le monde fait tout, tout le monde est tout le monde sait faire tout. Et finalement, on se mélange des pédales et on n'est même pas unis. Il n'y a pas de synergie, il n'y a pas de délégation. Vous retrouvez un acteur culturel qui fait tout finalement. Qui fait tout. Le fait qu'il n'y ait pas de cadre juridique approprié, il n'y a pas de salle de spectacle, il n'y a pas de salle de répétition, il y a très peu d'instruments de musique qui circulent. D'abord purement traditionnelle, issue du riche folklore du terroir, la musique togolaise sous l'influence occidentale s'est en partie progressivement modernisée. Aujourd'hui, la scène musicale est partagée entre cette musique mixte, tradi-moderne et une nouvelle tendance appelée musique urbaine, fruit de la créativité de la nouvelle génération de musiciens togolais. Quelqu'un qui vous joue du agbadja, quelqu'un qui vous joue du simpa, des thèmes kotokoli, il reste à un niveau basique, traditionnel, mais s'il veut évoluer, il peut aller sur un nouveau plan avec des instruments modernes comme le fait Peter Solo, Kim Manson, Charles Ozo, etc. Vous voyez, vous allez à un autre palier qui est un peu plus world music, mélange moderne et puis traditionnel. Les jeunes Africains s'intéressent aujourd'hui à une musique qu'on appelle musique urbaine, rap, hip-hop, soul, avec parfois des sonorités traditionnelles également. Qu'elle soit urbaine ou tradi-moderne, la musique togolaise est gangrénée par la piraterie, un phénomène qui annihile tous les efforts de développement dans le domaine musical. La piraterie fait que les auteurs n'arrivent plus à vendre leurs œuvres avec sérénité. Quand vous allez au niveau du grand marché, vous allez voir beaucoup d'œuvres étrangères, pirates bien sûr, qui sont vendues même à même le sol. Ou lorsque vous êtes là, vous voyez des badauds qui vous envahissent avec des œuvres pirates. De telle sorte que les œuvres de nos propres auteurs n'arrivent pas à circuler normalement. Et cela crée un préjudice tant aux auteurs qu'aux producteurs. Personne ne veut plus investir dans la musique. Les gens préfèrent aller investir ailleurs que d'accompagner les artistes avec leurs fonds
sans s'assurer que demain ils peuvent récupérer ce qu'ils ont investi. Sur le plan moral, comme l'artiste aussi n'arrive pas à vendre, il n'est pas serein. Il n'arrive pas à créer les œuvres. D'autres mesures doivent être également prises pour assurer un cadre juridico-légal pour la musique togolaise. Sur ce point, il urge de doter les artistes togolais d'un statut particulier. Il est en outre nécessaire de sensibiliser les opérateurs économiques de la place pour qu'ils parrainent la musique togolaise à travers le sponsoring et le mécénat. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi, où que vous soyez, grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.